Chers auditeurs, juste avant que l'épisode ne commence, un tout petit mot rapidement pour vous demander de m'aider à faire grandir et évoluer ce podcast pour qu'il vous plaise toujours autant. J'ai construit un sondage que j'aimerais que vous remplissiez. Le lien est dans la description de l'épisode, ça ne vous prendra que 5 minutes et moi, ça m'aide beaucoup. Merci beaucoup d'aller le remplir et je laisse place à l'épisode. Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, à la consulte, je reçois Laetitia, qui est médecin de santé publique. Son histoire illustre bien comment vie personnelle et vie professionnelle se croisent et se mêlent, et comment la vie peut nous mener loin de ce qu'on avait imaginé. Dans le parcours de Laetitia, il y a des maladies, les siennes et celles de ses proches. Il y a un cursus scolaire qui coche les cases qu'il faut, et aussi un droit au remords. Et au final, il y a maintenant beaucoup de bonheur, de confiance. Et dans cet épisode, vous trouverez plein de réflexions sur ce que veut dire être soignant. Je vous laisse découvrir le parcours de Laetitia. Bonne écoute. Bonjour Laetitia. Bonjour Anise. Bienvenue à la consulte. Merci. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter de la façon dont tu le souhaites ? Ouais, avec plaisir. Je m'appelle Laetitia, donc j'ai 35 ans. Je suis mariée, maman d'un petit chaton depuis un mois, c'est important de le préciser. J'exerce comme médecin de santé publique. Et là, je suis à un moment un peu particulier de ma vie parce que je suis arrivée depuis peu au Québec dans un projet d'expatriation. Et je suis en plein dans le début de mon exercice, démarche pour faire reconnaître mes compétences médicales pour pouvoir y exercer ici. Donc voilà, un beau challenge professionnel en ce moment. Donc aujourd'hui, tu es médecin de santé publique au Québec. À 18 ans, comment t'imaginais ton avenir ? Pourquoi tu as fait médecine ? Dans quel but ? Comment tu te représentais ton métier plus tard ? Alors c'est un peu particulier parce que à 18 ans justement, tout précisément, j'ai été dans une forme d'année de césure parce que je venais de terminer les traitements pour un lymphome hodgkinien, sachant que je voulais faire médecine avant ce pépin de santé là. Donc j'étais dans une année un peu blanche devant moi parce que les traitements s'étaient terminés en novembre-décembre et que c'était un peu short pour commencer la fac de médecine et puis enchaîner. Il fallait le temps un peu de se rétablir et de se retaper. En tout cas, j'ai choisi de faire médecine à la base parce que je pense que j'avais déjà j'ai fait un cursus scientifique, donc un bac S. J'avais envie de continuer dans un cursus un peu scientifique, mais pas que. J'étais quelqu'un d'assez littéraire aussi, donc j'avais besoin de ces facettes un peu médicales, mais pas que, aussi humaines. Et puis je pense qu'il y avait aussi un aspect un peu je dirais pas de revanche sociale, mais étant issu d'un milieu j'ai envie de dire assez simple. Mes parents sont ouvriers, immigrés. Il y avait aussi une sorte de fierté à faire des belles études, des longues études. Donc c'était un peu ça l'idée à la base. Et quand on m'a diagnostiqué ce lymphome, j'avoue que la première réaction c'est un signe pour pas faire médecine. Et de fil en aiguille, l'envie est revenue. Je sais pas si c'est une forme d'inertie ou de paresse intellectuelle, mais un truc dont je me souviens, c'est que lors des séances de chimiothérapie, j'étais dans des petits algécos et en fait j'étais traitée dans le CHU où j'ai fait mes études ensuite, et de ma chambre je voyais la fac de médecine et je me disais je sais qu'ils en chient, mais j'aimerais en chier comme eux en fait. Donc je me suis un peu lancée là-dedans avec j'avais des spécialités, des idées un peu arrêtées en me disant je sais pas, la cardiologie ça me faisait un peu rêver, donc je suis un peu partie là-dedans avec l'envie d'en découdre entre guillemets. Donc voilà, après de là à me projeter dans un exercice, c'était je pense assez flou. Je pense que j'étais même pas dans l'idée de la projection, j'étais dans faut réussir médecine et puis de toute façon ça sera forcément passionnant et intéressant. Donc voilà comment je me suis lancée là-dedans. Et comment ça s'est passé ensuite, les premières années, l'externat ? J'ai envie de dire ça s'est plutôt bien passé. En fait, c'est un peu particulier à dire, c'est que j'ai envie de dire, je pense que j'en ai chié comme tout étudiant de médecine. Il y avait bien sûr la première année, il y a un peu un choc des cultures parce que
je découvrais aussi ce monde, quoi, le monde de la fac de médecine. Et puis t'arrives, tu connais personne, tu te mets à fond dedans. La première année, c'est un peu, tu bosses de 7 heures du mat jusqu'à 23 heures, un peu en mode machine, quoi. Mais j'ai envie de dire, une fois passé le concours de la P1, ben j'ai envie de dire, je suis rentrée un peu dans les rails, comme un bon petit soldat en fait. C'est-à-dire que ça se passait plutôt bien, j'avais plutôt des bonnes notes sans trop forcer. En stage aussi, ça se passait plutôt bien. J'avais l'impression que les évaluations et les chefs étaient plutôt contents de moi. Donc l'impression de cocher les cases en fait, et de vouloir comprendre les codes et rentrer dans une forme de moule. Ce qui est un peu terrible a posteriori, mais en tout cas, moi, je me suis dit, j'ai envie de faire partie du club, j'ai envie qu'on m'accepte, donc je veux faire en sorte que ça se passe bien, que les gens soient contents de moi, pour avoir le sentiment plus tard d'être un bon médecin, parce que je répondais aux critères établis. Après, ce qui a été un peu plus difficile à vivre, je pense que c'est mine de rien le rythme assez soutenu entre l'hôpital, parfois les gardes, le bachotage, les sous-cols, les sous-cours. Enfin, je dois dire que ça a pris une très grande place dans ma vie, et que en dehors du chéri et puis des amis à l'époque, il y avait pas grand-chose d'autre. Donc je suis un peu partie tête baissée au front, et puis vas-y, on avance, et puis l'impression que ça se passait plutôt bien, parce que pas de grandes difficultés entre guillemets dans le déroulé de ces études jusqu'au début de l'internat. Fin d'externat, début d'internat, je dirais. Alors raconte-nous cette période, fin d'externat, début d'internat. Le concours, comment ça se passe? C'était une année assez bizarre en fait pour moi, parce que l'année de ma D4, mes deux parents, coup sur coup, ont eu un cancer. En fait, on leur a diagnostiqué un cancer. Et c'était une période assez particulière, parce que il y a énormément d'émotions, de choses un peu ambivalentes qui se sont enchaînées en très peu de temps. C'est mon papa qui tout d'abord avait été diagnostiqué un cancer de la thyroïde, et avec cet épisode-là, je me souviens d'une chose, c'est que, ayant les informations, puisque étudiante en médecine, j'avais pris ça de manière très distanciée, en me disant bon, c'est un cancer de la thyroïde, ça va, il va pas en mourir. Et puis j'avais pu l'adresser à un PH que j'avais vraiment apprécié dans un de mes stages, donc assez sereine entre guillemets face à la maladie d'un parent, et en même temps assez satisfaite, parce que là où avec mon propre lymphome, j'ai été hyper déstabilisée, déboussolée, de ne rien comprendre à ce qui se passait entre guillemets, d'avoir l'impression que le savoir et le pouvoir étaient dans les mains d'autrui et d'inconnus. Bah là, avec le cancer de mon papa, je me suis dit bon, je sais exactement ce qu'il a, je comprends la suite, je sais où l'adresser, donc j'ai l'impression que voilà, ça s'est bien passé. Et c'est au moment des EC, enfin le lendemain, en fait, je me souviens très bien, le lendemain des ECN, le concours s'est hyper bien passé, on a fait la fiesta, enfin c'était vraiment un moment super, hyper joyeux. Et le lendemain, je commençais un stage, mon dernier stage en SAMU-REA. Et je me souviens que j'ai eu ma maman au téléphone, qui avait eu, je crois, sa biopsie, ou en tout cas, c'est là qu'est tombé le diagnostic un peu définitif de, c'est une tumeur, c'est un cancer du sein, et on sait pas trop encore si ça va être chirurgie, chimio, rayon, autre chose. Donc, un peu les montagnes russes émotionnelles, cette fin d'externat, surtout que mon stage en réa SAMU m'a beaucoup plu, mais aussi, j'ai envie de dire, fortement impacté, parce que j'y ai vu des choses assez dures, assez intenses, avec le sentiment de passer d'un drame à l'autre très rapidement, enfin, c'était vraiment très particulier. Plus à côté de ça, bah voilà, ma maman qui rentrait dans ce processus-là. Donc un été un peu bizarre, parce que post-ECN, plein de voyages prévus, ce petit truc derrière ma tête en me disant mais non, ça se trouve, ça va être comme mon père, ça va bien se passer. J'ai envie de dire, c'est une formalité, c'est un peu c'est un peu triste à dire. Et puis juste avant l'internat, j'ai pris un poste de FFI en rhumato. Enfin, j'avais envie de un petit peu me préparer quoi à l'internat. Et ça s'est pas hyper bien passé, parce que je pense que j'avais cette espèce de stress du début d'internat qui arrivait, mais en même temps, je pense qu'il y a beaucoup de choses latentes liées à la maladie, à la souffrance, au fait de
qu'est-ce que c'est d'être un patient, un proche aussi qui accompagne un patient, qu'est-ce que c'est d'être un médecin. Il y a beaucoup de choses qui sont un peu entrechoquées à ce moment-là, et en fait, moi j'ai choisi la spécialité initialement de médecine générale. J'avais plutôt un bon classement aux ECN, mais j'avais apprécié mes stages en médecine G. J'avais envie d'une spécialité avec une vision globale, une prise en charge globale de l'individu. Voilà, donc j'avais pris médecine G, et en fait j'ai pris un premier stage aux urgences, et clairement, genre le premier jour de mon internat, mais j'ai été complètement paralysée. Mais je me revois comme ça, impossible de réfléchir, impossible, un peu le sentiment, mais de pas comprendre en fait ce qui m'arrivait, mais vraiment pas. Je suis rentrée chez moi, et je pense que dans la nuit j'ai fait une sorte d'attaque de panique, où juste je me suis dit mais c'est juste pas possible d'y retourner. C'était vraiment un truc un peu phobique, quoi. J'avais l'impression que si j'y retournais j'allais crever, quoi. Enfin c'était vraiment très bizarre, surtout que moi-même je l'avais pas vu venir en fait, parce que j'ai jamais ressenti ces difficultés, jamais ressenti. Enfin donc là pour le coup, c'était, je pense, un peu comme le lymphome, j'ai pas vraiment compris ce qui m'arrivait, et ça m'a un peu coupé dans mon élan, quoi. Ça y est, je suis interne, je démarre, et en fait putain, j'arrive juste pas à faire ce qu'on attend de moi, à ce que j'attendais de moi-même, et je comprends même pas comment c'est possible, quoi. Donc voilà, période et année assez particulière, faite de montagnes russes, et là où on pensait que les études de médecine, passer l'externat, la première année, ça allait être cool, en fait, là, je me paye un autre truc avec zéro visibilité sur mon avenir. Raconte un petit peu, enfin si tu veux bien sûr, tu fais ton premier jour de stage aux urgences. Dans la nuit, tu fais cette attaque de panique. Et ensuite, concrètement, Ouais. tu fais quoi? Ouais. Alors en fait, j'étais même pas aux urgences le premier jour, j'étais dans le service de post-urgence. Donc et c'est une période très très floue de ma vie, donc je pense que je pourrais pas dire ça avec beaucoup de détails. Je me souviens juste que j'étais balancée comme ça avec mon petit chariot au milieu du couloir, aller voir des patients. Je crois qu'il y avait un senior aussi ce jour-là, mais qui a pas été super aidant. Mais vraiment, je savais même pas par quoi commencer. L'impression que mon cerveau était juste hyper figé, hyper bloqué. Je me souviens d'un truc, c'est que j'essayais de faire bonne figure entre guillemets, mais je pense que mon stress devait être palpable, et qu'à un moment donné, le chef dictait un de ses mots, et a dit il faudrait un avis psy pour la nouvelle interne, enfin un truc comme ça, où je me dis oh merde, putain, ça s'est vu que ça va pas, mais il le disait sur un ton de rigolade boutade, mais à ce moment-là je pense que c'était peut-être le pire truc à dire. Donc je rentre chez moi fin de la journée, et en fait c'est chez moi que j'ai fait cette espèce d'attaque de panique, où vraiment là je me suis dit mais non, je peux pas y retourner, c'est pas possible. Et je crois qu'au final le lendemain j'y suis pas retournée, un truc comme ça, et je crois que je suis allée voir mon médecin, et c'est là où, vu l'état dans lequel elle m'a trouvée, elle m'a dit non, mais là va falloir t'arrêter, ça va pas fort, enfin. Puis je suis retournée aussi chez mes parents qui étaient vraiment en soutien. C'est une période très très floue, tout ce que je sais c'est que j'ai pas dû y retourner, que j'avais eu le chef de service aussi à l'époque au téléphone, que lui m'avait dit mais t'inquiète pas, on va te mettre dans la filière courte, enfin on va faire en sorte que ça t'aide à prendre confiance, que ça se passe bien. Mais en fait j'étais juste plus en capacité du tout, quelles que soient les conditions, j'ai envie de dire, et c'était même pas de leur faute ou de leur fait, c'est que c'était juste plus envisageable. Je pense que j'étais tombée de tellement haut, entre guillemets, psychiquement parlant, que j'étais plus au stade d'essayer de trouver comment me raccorder aux branches, et comment saisir les mains qui m'étaient tendues. Et donc voilà, j'ai été rapidement en arrêt, et j'étais super emmerdée pour mes co-internes, quoi. Hyper honteuse, hyper emmerdée, mais en même temps, il y avait vraiment un côté j'arrive pas à faire autrement. C'était vraiment ça, quoi. Alors, à ce moment-là, tu sais pas comment tu vas faire pour mettre un pied devant l'autre pour retourner travailler, si je comprends bien. Manifestement, tu l'as fait parce qu'aujourd'hui, tu es médecin. Comment ça s'est passé? Comment tu as trouvé de l'aide, du soutien?
Comment tu as réussi à finir ton cursus de médecine? Ça s'est passé comment? Ça s'est passé en plein d'étapes en fait. Première étape, j'ai envie de dire, ça a été l'arrêt médical quoi. Moi, il m'a fallu 1 an pour recommencer mon internat. La première aide, ça a été bien sûr mes proches et mes parents qui heureusement, je l'ai pas dit, mais ils vont très bien aujourd'hui, ils sont en bonne santé. La première étape, ça a été, ma mère a eu le réflexe de rappeler la psychologue qui me suivait à l'époque, ou en tout cas qui était là en hôpital de jour au moment des chimios, parce on avait noué une forme de relation amicale. Donc les échanges s'étaient poursuivis après mon traitement, sans prise en charge par ailleurs. Et donc elle l'avait un peu appelé à l'aide en disant écoute, Laetitia va pas bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc je l'avais vue un peu en larmes tout ça, et puis elle m'avait donné les coordonnées d'un psy qu'elle connaissait, que je suis allée voir, et en fait je me souviens très bien, lui m'a dit écoutez, vous êtes en train de faire une dépression sévère, pas grave mais sévère, en gros. Sous-entendu, il n'y a pas de risque que vous y passiez, mais à mon avis c'est suffisamment cogné. Donc je sais que les 2 premiers mois ça a été vraiment un tunnel et un enfer, l'impression de glisser lentement dans une forme de je dirais pas de folie, mais en tout cas la peur d'y, comme sur une pente glissante, et on n'arrive plus à se rattraper à quoi que ce soit. Donc ça a été assez compliqué, et puis au bout de 2 mois, j'ai réussi à refaire des choses entre guillemets, mais encore une fois ça reste assez flou cette période. Tout ce que je sais, c'est que à l'époque, je sais pas ce que je vais faire, j'envisage pas forcément de continuer médecine parce que vu que je me sens plus en capacité de retourner à l'hôpital, de voir des patients, enfin c'était comme une sorte de point de non-retour. Et puis petit à petit, j'ai envisagé plein de trucs, des plus farfelus, où je me voyais à un moment donné dire je vais créer des bijoux ou je sais pas quoi. Enfin, on essaie de sortir un peu la tête de l'eau et voir ce qui pourrait nous plaire. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit ça serait quand même dommage de balancer toutes ces études-là, et des études qui par certains aspects m'ont plu quoi, et que j'ai réussi. Donc c'est posé la question du droit au remords. Moi, je me suis dit à l'époque, voir des patients, ça me semble difficile ou pas possible. Donc devant moi, je m'étais dit assez bêtement, il y a biologie médicale ou santé publique. Et le truc un peu basique, je me suis dit, je veux pas avoir de patients, mais je veux pas être derrière un microscope, donc on va choisir santé publique, mais sans plus savoir ce que c'était que cette spécialité. Je me suis en plus pas forcément renseignée sur la spécialité. Honnêtement, j'étais juste en incapacité de faire ces démarches, d'aller chercher de l'information. Enfin, faut savoir que quand on vit une dépression et que quand on remonte la pente, tout ce qui semblait facile à faire avant, tout est très compliqué en fait. Donc tout ce que j'ai réussi à faire, c'est d'aller voir le coordonnateur de DES de médecine générale, qui lui m'a encouragé à faire mon droit romain. Et donc ça s'est passé comme ça, sans trop de difficultés. Et donc ensuite, je suis arrivée au début d'internat dans une spécialité qui m'emballait pas plus que ça, mais au moins dès le premier stage, un cadre hyper bienveillant, hyper doux, hyper calme, limite feutré, j'ai presque envie de dire. J'ai commencé dans un stage d'hygiène hospitalière et d'épidémiologie. Ça me passionnait honnêtement pas plus que ça, franchement. Et puis j'avais l'impression de pas savoir grand-chose, donc se retrouver à faire des projets devant son ordi, voir du monde, et puis des nouveaux métiers qu'on connaît pas forcément. Mais au moins je me suis dit, ça a l'air de le faire, les gens ont l'air satisfaits, j'ai l'air de suffisamment donner le change, donc ça passe. Et au moins c'est pas stressant, les gens sont sympas. Donc j'avançais comme ça avec des stages qui me plaisaient plus ou moins, jusqu'à un stage, ou en tout cas une rencontre d'une médecin de santé publique dans une ARS, qui m'a vu au passage dans un autre stage et qui m'a un peu chopé par l'épaule en disant toi tu vas venir bosser avec moi. Et elle travaillait dans le service de prévention promotion de la santé. Et j'avoue que c'est le rencontre avec ce champ-là de la santé publique, plus le fait que petit à petit, mine de rien, je remontais la pente, que je retrouvais le moral, que je retrouvais mes capacités intellectuelles, psychiques. Ça a été en fait un chemin en parallèle entre je vais mieux et en même temps je rencontre des domaines
en tout cas des champs de la santé publique, qui est une spécialité très vaste, qui me plaît, sur des sujets vraiment intéressants, et surtout avec une médecin géniale, quoi, qui m'apprenait beaucoup, où je voyais beaucoup de choses. Enfin bref, il y avait un peu un match. Et à ce moment-là, c'était, je sais pas, il y avait comme à un moment donné un lever de voile où je me suis mise à vraiment faire les choses avec envie, avec passion. Et cet internat-là, au final, même si au début il me faisait un peu peur, parce que je me suis dit ouais, il va falloir faire quand même l'internat, il va falloir faire sans doute un master 2 parce qu'en santé publique c'était un peu la voie obligatoire, il va falloir faire une thèse. Bon, au final, pendant une année de mon internat, j'avais mon stage, j'avais mon master 2, j'avais un DU, je faisais de l'associatif en parallèle. Enfin, et tout ça, c'était hyper plaisant parce que c'était pas répondre à un cadre extérieur ou à une volonté extérieure de il faut faire ci, il faut faire ça. C'est juste parce que moi ça me plaisait, et ça a réouvert les vannes de la curiosité. C'est là où je me suis rendu compte que les études de médecine, elles m'ont un peu asséché intellectuellement sans m'en rendre compte, et que en santé publique, ouvrir la voie sur d'autres disciplines, sur les déterminants de la santé, voir tous les systèmes en fait intriqués qui amènent à des états de santé individuels et populationnels. J'ai trouvé ça juste passionnant et entre guillemets presque sans limite en termes de, de champ d'intérêt, de curiosité. Donc voilà, petit à petit, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, et même plus que ça. Et je me suis surtout trouvée à faire des choses que je me serais jamais imaginé faire ou senti capable de faire, quoi. Donc ça a été vraiment hyper satisfaisant de retrouver confiance en moi par ce biais-là, en fait. Quand tu racontes cette histoire, j'ai l'impression qu'il y a un espèce de cercle vertueux qui s'est mis en place où finalement tu as commencé à aller mieux. Alors j'imagine qu'il y avait peut-être un traitement médicamenteux, une psychothérapie pour ta dépression, et en même temps un travail qui te donne confiance en toi, avec des encadrants qui vraiment te stimulent, et que ton travail a nourri ton épanouissement et ton épanouissement a nourri ton travail. Ouais, c'est exactement ça. Comme tu le, ouais, c'est vraiment ce cercle vertueux. Maintenant, je l'analyse aussi sous le prisme des déterminants de la santé. C'est vraiment comment je me suis construit un environnement favorable à ma propre santé, ce qui n'avait pas été précédemment le cas. Du fait de mon environnement, mais aussi du fait de mes propres comportements. Et par comportement, j'ai envie de dire le fait de faire les choses sans trop se poser de questions, et puis peut-être focaliser aussi sur ce qui peut paraître négatif aussi parfois. Donc là-dedans, j'ai une posture, j'ai beaucoup de recul par rapport à ce que j'ai vécu, c'est-à-dire que je me pose pas nécessairement comme victime du sort ou du système, même si je sais qu'au niveau systémique et organisationnel, il y a des choses à redire, mais je pense que on apprend aussi de ces épreuves-là en changeant sa façon de faire. Par exemple, bien sûr, au moment dur de la dépression, j'avais le suivi avec le psy. Bon, il n'y avait pas vraiment de psychothérapie, mais ça se limitait un peu aux médicaments initialement, ce qui était au final vraiment nécessaire. Mais ensuite, il y avait vraiment le côté, déjà, tu as un rythme de vie soutenable. C'est con, mais juste des horaires de boulot, de jour, un peu cadrés, qui te laissent de la place pour autre chose. C'est quand même quelque chose de super. Ensuite de ça, oui, c'est d'arriver à trouver vraiment des sujets qui te passionnent, avec des encadrants qui sont inspirants, qui te valorisent aussi. Moi, j'ai trouvé qu'en médecine, ce qui était un peu dommage, c'est qu'assez en fait, du fait de ce concours des ECN et de tous les enjeux qu'il pouvait y avoir pour les facs, moi j'avais un peu le sentiment que c'était jamais assez ce qu'on faisait, c'était jamais assez bien, on était les pires tirs au flanc, alors que j'avais l'impression que on bossait, mais plus que ce que je voyais autour de moi, d'autres copains dans d'autres filières. Ce que j'aimais en santé publique, c'est que on valorisait, on pointait plutôt ce qui était bien, et là où il y avait des difficultés ou des manques, on te laissait la possibilité de te former, enfin voilà, il y avait pas vraiment cet environnement de tu vas apprendre en chiant un petit peu, parce que nous on en a chié, donc ça c'était plutôt sympa.
Et puis oui, au bout d'un moment, arriver à trouver cet équilibre de vie et puis ouvrir d'autres centres d'intérêt. Moi, je suis quelqu'un où j'ai aussi des activités, des passions plus artistiques. Et puis c'est vrai aussi, juste avant de reprendre mon internat, j'ai découvert le milieu de l'associatif, pas du tout en santé. Mais j'étais dans une association qui s'appelait la Disco Soupe, qui permettait de sensibiliser le grand public à la question du gaspillage alimentaire. J'étais un peu rentrée là-dedans par hasard et j'ai découvert des gens hyper intéressants, au profil super varié. Donc juste réouvrir un petit peu les perspectives, sortir du cadre purement médical et de pouvoir ancrer en fait son travail et sa pratique là-dedans. C'est comme tu le disais, ça s'est nourri des deux côtés et ce qui m'a plu aussi en santé publique, c'est que j'avais l'impression que c'était une spécialité où je pouvais y mettre tout ce que j'étais. Et même à un moment donné, cette expérience Disco Soup, bizarrement, ça a fait sens sur des sujets où, lors d'un congrès, j'ai croisé la présidente du réseau des villes en santé de l'OMS France. Et en fait, spontanément, elle m'a parlé de plein de trucs qui faisaient sens, et notamment de la Disco Soup. Donc là, je me suis dit, mais quoi? Mais tout ça, ça peut avoir un lien, c'est pas complètement déconnecté. Et c'est ça que j'ai aimé, l'impression de pouvoir arriver dans cette paix avec tout ce qu'on est, tous nos centres d'intérêt. Et comme la santé, c'est vaste, il y aura toujours un moyen de rattacher tout ça. Et je pense que ce besoin de cohérence aussi, il était important pour moi. Donc voilà, ça s'est vraiment, vraiment nourri, quoi. Quand tu parlais de ton externat tout à l'heure, tu disais que tu étais rentrée dans le moule. Ensuite, tu as parlé des facteurs systémiques qui ont fait que tu t'es retrouvée à un moment donné, toi, la personne que tu es, dans un environnement qui n'était pas adapté pour toi. J'ai l'impression que tu décris en toile de fond un environnement, un système médical dans la formation des médecins en tout cas, qui n'a pas pris en compte l'individu que tu es. Est-ce que c'est ça pour toi en tout cas? Est-ce que c'est quelque chose qui te parle? C'est difficile à dire, j'ai envie de dire oui et non. Je pense que c'est un système qui a du mal à prendre en compte l'humain, en fait, tout simplement. Et c'est un peu triste et terrifiant de dire ça du système médical. Mais en dehors de mon histoire personnelle, et c'est sûr que j'ai eu des liens avec la médecine bien avant de commencer médecine et sous un angle très particulier, où entre guillemets, ce cadre un peu délétère et un peu maltraitant, malheureusement, je l'ai connu en tant que patiente. Je trouve qu'en fait, c'est un système et un cadre qui prend pas soin des soignants, en fait. Donc comment ensuite voulez-vous que ces soignants puissent prendre bien soin des autres? Enfin, je trouve que c'est, pour moi en tout cas, en être sortie et a posteriori, et sans doute que ma vision, elle est pleine de biais. C'est vraiment que mon histoire, et je veux certainement pas en faire une généralité. Mais de mon point de vue, avec mes biais liés à ma propre histoire et à mon vécu, et puis au fait qu'on est maintenant très à distance de cet épisode-là, j'ai le sentiment que on oublie l'humain. On veut vous faire croire que pour faire médecine, faut être surhumain, faut transcender en fait sa dimension humaine. C'est que nous, on n'a plus les mêmes besoins que les autres. On n'a plus besoin de dormir, on n'a plus besoin de manger, on n'a plus besoin d'intimité, on n'a plus besoin qu'on nous valorise. Enfin, toutes ces choses-là. Et en plus, moi, j'ai exercé au début de ma carrière aussi comme médecin de PMI. Je me dis, mais toutes ces choses-là, elles définissent la maltraitance pour un enfant. Comment est-ce qu'on pourrait se dire que ça pourrait pas définir une forme de maltraitance pour des adultes aussi? Donc, et puis il y a aussi le sentiment. Moi, je trouve que c'est un système assez pervers. Moi, je verrais ça comme une relation amoureuse où en fait la personne, t'as l'impression de tout donner pour cette personne-là et que c'est jamais suffisant. En médecine, on donne énormément de notre vie, énormément de notre temps, de notre énergie, et c'est jamais suffisant. Enfin, vraiment ce sentiment en permanence de ouais, on bosse mais on pourrait faire toujours plus. Enfin, là il y a juste plus de limites, quoi. Et puis cette espèce de je sais pas, de hiérarchie ou de bizutage permanent. Moi, je me souviens d'une garde de 24 heures en salle d'accouchement où quand je suis arrivée, que je me suis présentée, personne n'a tourné la tête.
aucune sage-femme, aucune autre personne présente n'a daigné juste tourner la tête pour me saluer. Donc je me suis dit, waouh, je vais ramer. Et pendant 12 heures, le temps de se familiariser avec les personnes, qu'elles nous fassent confiance, qu'on commence à faire des choses, bam, l'équipe qui change, donc faut tout recommencer. Enfin, c'était juste à un moment donné, ouais, c'est tout un système qui prend pas en compte l'humain. Et je pense qu'aussi ce qui m'a manqué en médecine et ce que j'attendais de ces études, c'est d'arriver à travailler avec notre personnalité, nos émotions, notre sensibilité, parce que je pense qu'elles sont éminemment au service du soin, du prendre soin de l'autre, et que ça m'a vraiment manqué. Ça, voilà, il y a tous ces questionnements-là. Moi, je repense à un patient, notamment un cas qui m'avait fortement marqué en médecine interne, un monsieur de 70 ans qui venait pour une maladie de Crohn, qui se réactivait. Et je me souviens qu'en tant qu'externe, on m'avait envoyé faire son interrogatoire, son examen clinique, et que quand je suis arrivée dans sa chambre, j'ai bien vu qu'il avait absolument pas envie de me parler ou de quoi que ce soit. Donc j'ai pas plus insisté et il m'a demandé juste des rouleaux de PQ pour prendre soin de sa stomie. Donc je lui ai ramené ça et alors là son visage, j'avais l'impression d'être je sais pas la reine mère ou enfin la gratitude de ce patient juste parce que je lui avais amené des rouleaux de PQ, je me suis dit waouh, c'est chaud quand même. Qu'est-ce qui vit ce monsieur là dans son lit d'hôpital. Je suis revenue le lendemain pour là je le sentais plus posé et plus à même de participer en fait à l'examen et tout ça, et un peu il m'a livré son histoire, ce monsieur, et je me suis dit mais qu'est-ce qu'on est en train de faire là, à le foutre dans ce lit d'hôpital où visiblement il a vraiment pas envie d'être. Sa maladie, il semble arriver à la gérer dans son quotidien, enfin ça faisait pas sens pour lui en fait, cette hospitalisation. Et puis avec le sentiment que le cadre était maltraitant pour lui. Il me disait qu'il osait même pas sonner pour demander le bassin parce que les gens étaient pas agréables. Enfin, il avait vraiment l'impression de plus être un être humain qui nécessitait qu'on prenne soin de lui. Enfin, vraiment, je voyais quelqu'un de terrorisé, qui ne comprenait pas ce qu'il faisait là. Et je sais que j'étais revenue le lendemain dans le service à me questionner en me disant ah mais je suis sans doute trop empathique. J'avais le sentiment de pas encore être passée du côté des soignants, en me disant ouais je suis quand même trop du côté des patients à comprendre ce qu'ils vivent et j'ai pas encore fait le switch, je suis pas passée de l'autre côté du miroir. Et en même temps j'ai retrouvé le patient, ce monsieur avait chuté dans la nuit en allant aux toilettes parce qu'il avait bien sûr pas osé sonner. Et il me disait qu'il avait vraiment une douleur au niveau des côtes, au niveau à gauche. Donc j'étais retournée voir le médecin en me disant ça serait quand même bien de lui faire une petite radio thoracique, tout ça. Puis je crois que le médecin avait pas trop sur le coup tiqué, mais je voyais vraiment un corps médical focalisé sur il a telle pathologie, faut lui faire ça, faut lui faire tel examen. Enfin, et je trouvais que mes réflexions à moi sur le cadre global de la prise en charge avaient pas vraiment leur place. Mais en même temps, je me sentais pas du tout légitime. Je me disais juste, bah oui, je suis externe, je suis juste trop nulle, j'ai pas encore capté qu'est-ce qui était important et urgent à faire. Et donc j'ai quitté ce stage-là et je crois qu'après j'ai fait une vacation, un truc comme ça, d'aide-soignante dans un service d'urgence chirurgicale. Et là, ce qui m'a frappé, c'est que j'ai revu le nom de ce patient sur le tableau. Et en fait, il se trouvait que ce monsieur avait perforé sa rate parce qu'il s'était fait une fracture de côte gauche. Et là, je me suis dit, mais c'est quand même fou. On hospitalise des gens pour qu'ils ne soient plus malades, avec le sentiment qu'en fait, on les met à l'hôpital et ils se dégradent avec ce monsieur qui s'est fait mal, s'est abîmé parce qu'il osait pas sonner. Et que... Enfin bref, il y avait toutes ces choses-là et ça revient vraiment à cette idée de comment est-ce qu'on construit une relation de soins, mais aussi comment on construit une relation à une équipe et une institution, un cadre qui est fondamentalement bien traitant et bienveillant. Et comment on comprend qu'en médecine, on n'est pas là pour la médecine, on est là pour les patients et les individus. Et je pense que c'est toutes ces réflexions d'éthique, aussi de compréhension de la relation de soins qui m'a vraiment manqué durant mon externat et que je regrette. Peut-être que ça, et sans doute que ça s'est vraiment amélioré depuis, mais je pense que ça a été vraiment un manque durant mes années d'externat.
Je sais pas si je me suis éloignée de la question ou pas, j'ai l'impression d'avoir digressé, mais... J'avoue, je ne sais même plus quelle est la question que j'ai posée, mais c'est pas grave parce que c'était hyper intéressant et que c'est une question qui, moi, me semble fondamentale, c'est qu'est-ce que soit on fait pour être un bon soignant. Déjà, il faut définir ce que c'est qu'un bon soignant. Et quelle attitude est-ce qu'on a dans le système dans lequel on travaille pour être un bon soignant. Et bon, après, comment est-ce qu'on fait changer le système? Personnellement, je trouve que c'est une question qui me dépasse un petit peu. J'essaye de rêver à ce que pourrait être ce système, c'est déjà pas mal, je pense, pour commencer. Et bon, pour revenir à toi, est-ce qu'il y a un moment donné dans ton parcours où tu t'es dit « je suis guérie, et non seulement je suis guérie, mais en plus, je suis sortie du moule et je suis à ma place ». À ma place, oui, c'est certain. Honnêtement, la santé publique et mon parcours m'y a vraiment amené, et je me sens pleinement médecin. La santé publique, ça m'a permis de renouer en fait avec ce que c'est que d'être médecin, avec vraiment en plus ça a ouvert tellement d'horizons. Après la question de la guérison, c'est une question éminemment difficile pour moi, non pas du fait de la dépression, mais plus du fait du lymphome. Ça c'est encore compliqué. Je pense que ça a un peu imprimé tout mon rapport à la médecine parce que on parlait de... Je sais que c'est un sujet un peu compliqué pour des soignants, la question des violences médicales, de la maltraitance, mais j'avoue qu'à la fin, moi, de mes traitements, le PUPH d'hémato que j'avais vu à l'époque, fin de mes traitements, dernière fois que je le voyais, qui m'a dit dans un demi-sourire un peu ironique, en fin de consultation, bon bah, revenez dans 20 ans pour votre cancer du sein, en se marrant. Et j'avoue que dans 3 ans, je serai à 20 ans de mes traitements. Et c'est comme une espèce d'épée de Damoclès qu'il y a sur ma tête. Donc, je sais que ça a malheureusement un peu fait des dégâts, hein, tout ce que j'ai vécu à ce moment-là. Et il y en a eu d'autres, hein, des phrases assassines et des maltraitances qui m'étaient adressées ou adressées à d'autres patients dont j'ai été témoin. Donc, guéri, j'ai envie de dire, je sais pas, mais en tout cas, je me considère plus comme malade et pas comme malade. Je me considère comme médecin, je me sens hyper à ma place parce que j'ai l'impression que j'ai plus le moule, justement, j'ai plus le cadre. Et c'est ça qui me plaît énormément. Et je pense que pour être épanoui en tant que soignant, bien sûr, il faut quand même rentrer dans une forme de cadre ou de moule intellectuel parce qu'il y a tout un raisonnement, il y a tout un rapport au savoir auquel il faut adhérer, qu'il faut pleinement intégrer. Mais je pense que c'est aussi un processus un peu d'individuation où à un moment donné, il faut lâcher les figures justement du bon, du mauvais médecin et il faut pleinement devenir soi. Je pense qu'on peut être bon et mauvais médecin à la fois, en fait. Ça dépend des jours, ça dépend des moments, ça dépend des patients. Il faut juste cheminer avec une forme de réflexivité sur sa pratique et à un moment donné, le faire à sa sauce, quoi. Et pas avoir le sentiment de devoir coller à une image ou à un cadre en disant oh, quand même ça fait pas trop médecin. Ou j'aimais bien dans un épisode précédent du podcast, je crois que c'était Nance qui disait que sa tenue de travail c'était des t-shirts rock, tout ça. Je pense que c'était dit sur le ton de la blague, mais je pense qu'en même temps ça fait peut-être plaisir de pouvoir colorer son exercice avec fondamentalement ce qu'on est en fait, pouvoir amener l'humain, l'être humain qu'on est au contact d'autres que soi-même. Et je pense que les patients le sentent aussi, et toutes les personnes avec qui on est en lien. Je pense qu'à un moment donné, l'épanouissement, ça passe par on fait la paix avec soi-même, on assume pleinement la façon singulière qu'on a de relationner au monde, aux autres, et d'avoir une pratique de médecine, même si par moment on peut avoir l'impression d'exécuter des protocoles ou des choses comme ça. Je pense que c'est une partie du travail, mais la relation d'accompagnement, la relation de soins, elle se nourrit des individus qui la pratiquent.
Et donc se sentir à sa place, je pense, c'est d'avoir l'impression de plus être en tension entre ce qu'il faudrait faire et ce qu'on a envie de faire. Et faire les choses assez simplement et en même temps se dire des fois ça a l'air bien, des fois je suis super content de ce que j'ai fait, et puis des fois c'était pas terrible, ce qu'on me renvoie c'était pas génial aussi, mais c'est juste éminemment humain en fait. Faut sortir de cette idée du médecin, du soignant surhumain justement. Je pense qu'il faut déposer notre super tenue de super-héros qui nous permettent de pas dormir pendant 24 heures, de pas bouffer, de pas avoir autre chose en tête que la médecine, et juste accepter de pouvoir être des super médecins, non pas des super humains. Si, des super humains, mais pas des surhumains, en fait. Pas des super-héros non plus. Donc, mais c'est clair que je me sens à ma place parce que je suis dans une spé qui ne fige rien du tout. Ni la façon de travailler, ni le lieu d'exercice, ni les sujets que je devrais traiter, ni le lieu d'exercice. Donc ça, au final, je crois que c'est une liberté qui me plaît énormément. Et même si au début de l'internat de santé publique, beaucoup ils sont confrontés à c'est tellement vaste, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir y faire dedans, on y prend goût à cette liberté. Donc ouais, je me sens à ma place, mais plus malade. Dans l'épisode que je viens d'enregistrer, qui n'est pas encore diffusé, mon interviewée me dit qu'elle se sent à sa place aussi, et je trouve ça ça me fait énormément de bien d'entendre des gens qui me disent qu'ils se sentent à leur place. Et je me faisais la réflexion en t'écoutant que si finalement on devait définir le bon soignant, peut-être que dans la définition on pourrait dire que le bon soignant c'est la personne qui est elle de façon authentique. Ouais, et qui justement arrive à laisser la pleine part et place à l'authenticité du patient aussi, à son côté unique, individuel, parce que on parle souvent d'evidence-based medicine, la médecine basée sur les faits. Sauf qu'on tronque souvent cette EBM en pensant que c'est la médecine basée sur les faits scientifiques. Sauf que les faits, ils sont scientifiques, ils sont contextuels et ils sont expérientiels. Et que être un bon soignant, c'est connaître les données de la science les plus actuelles, les plus adaptées, prendre en compte aussi le contexte du patient, ses préférences, ses choix. Le consentement est quelque chose de fondamental pour être un bon soignant, à mon sens. Et l'expérience du patient, l'expérience de son vécu en tant que personne, en tant que professionnel. Et c'est en fait le mélange de ces savoirs-là, de ces faits-là, fait de manière consciente, donc forcément avec tout le doute que ça implique, qui fait qu'on est un bon soignant. Je pense qu'être un bon soignant, c'est prendre soin de soi, accepter d'être dans un inconfort permanent, parce que oui, quand on évolue avec toutes ces données-là, sans certitude parfois de l'effet qu'on peut avoir en face, il faut juste l'accepter en fait. Mais être authentique et accepter que l'individu en face de soi aussi est différent, a une réalité complètement différente, un référentiel différent, pour ne pas imposer des choses qui, dans son contexte à lui, dans son parcours de vie, son parcours de soins, ne lui semble pas adapté, n'est pas ce qui est la meilleure chose à faire. Et j'ai envie de dire, c'est systématique. Enfin, c'est la même chose en santé publique. En santé publique, on fait aussi de l'EBM à un niveau populationnel, mais c'est éminemment important de prendre ces faits scientifiques avec le contexte des populations et nos savoirs expérientiels, parce que sinon on peut rapidement être très très délétère et au final s'écarter du but premier, qui est d'améliorer la santé, le bien-être des individus et des populations. Donc je pense que ça, s'il y a une chose que j'aimerais que les gens retiennent, c'est voilà, l'autre, il est éminemment différent, et il faut lui laisser sa pleine part de mystère et de différence. Il y a des choses qu'on comprendra pas dans les choix des patients, dans les choix des populations, mais si on pouvait sortir d'une vision un petit peu réductrice, un petit peu binaire et polarisée des choses, je pense que dans le soin et en santé publique, on s'en tirerait pas plus mal. Et puis une autre chose que j'aimerais que les gens retiennent, et c'est aussi pour ça que j'ai accepté de faire le podcast, c'est que je pense que des gens qui vivent des difficultés dans leur cursus de médecine ou autre, il doit y en avoir plein,
mais que vraiment, mais faites confiance en la vie parce que elle va vous emmener dans des endroits que vous auriez jamais imaginé. Moi, la santé publique, mais jamais j'aurais imaginé cette spécialité, franchement. Et elle me convient, mais tellement mieux que tout ce que j'aurais pu choisir moi sciemment. Donc, à un moment donné, accepter de lâcher les rênes, de pas savoir où on va. Bien sûr, c'est inconfortable. À chaque fois qu'on sait pas, à chaque fois qu'il y a de l'inconnu, c'est inconfortable. Mais franchement, mais il y a tellement d'espoir, il y a tellement de trucs chouettes à vivre, en fait. Quelles que soient les difficultés qu'on traverse, moi j'ai vraiment envie que ce soit ça que les gens retiennent. C'est vraiment une note d'espoir. La médecine, il y a tellement de façons de l'exercer. On peut tellement faire de choses avec ces outils fabuleux qu'on a en face de nous. Et puis, ça forge aussi quand même une façon de travailler, de voir les choses. Donc, il n'y a jamais rien qui sera perdu. Ça sera jamais une voie sans issue de continuer médecine, d'arrêter médecine. Juste la vie, elle est tellement plus vaste que ce que vous pouvez imaginer que franchement, take it easy. Tout ira toujours très bien, vraiment. Il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Ouais, ça c'est sûr. Et alors, toi, après ton internat, t'as fait quoi? Après mon internat, j'ai pris un poste de directrice de service de santé universitaire. Donc j'ai fait ça pendant 1 an et demi à peu près. C'était vraiment sympa parce que j'étais dans une petite université, on pouvait mener plein de projets. L'aspect managérial, j'avoue que ça a été un peu costaud, surtout que je dirigeais un site, un service qui était présent sur 3 sites. Enfin c'était un peu compliqué. J'avais pas de boulot. J'avais pas de boulot, n'importe quoi. Si j'en avais plein du boulot, mais j'avais pas de bureau. J'avais pas d'endroit où moi je pouvais travailler, donc j'étais un peu nomade. J'avais pas vraiment de soutien administratif à la hauteur. Donc à un moment donné, j'ai préféré passer à autre chose et j'ai pris un poste de médecin de protection maternelle et infantile. Donc comme quoi on peut aussi faire de la clinique en santé publique, sachant que j'ai beaucoup travaillé sur la question de la petite enfance et des inégalités sociales de santé à ce moment-là de la vie. Donc je trouvais ça sympa de revenir à une pratique au contact des patients. Donc voilà. Et puis là maintenant, au Québec, ça va être un boulot un peu plus classique, j'ai envie de dire, de médecin de santé publique à un échelon régional. Est-ce que tu as des regrets dans ton parcours? Pas vraiment en réalité, parce que même les choses qui maintenant me semblent pas adaptées ou j'aurais pu faire autrement ou même pas parce que ça m'a mené là où je suis et je sais pas, moi je vois vraiment un sens à toutes ces épreuves, toutes ces difficultés, tous ces mauvais choix, toutes ces impasses. Enfin, je veux pas faire du Édith Piaf, mais je crois que je regrette rien en réalité. Donc ouais, pas grand-chose, si ce n'est peut-être plus prendre soin de moi. Enfin, en fait, faire les choses avec plus de conscience. Quoi qu'on fasse au quotidien, c'est quel choix on fait, qu'est-ce qu'on en attend, qu'est-ce qu'on n'en attend pas, et comment on fait des choix différents si les résultats nous conviennent pas. Mais ça, la conscience, ça arrive avec la sagesse, ça arrive avec les années. Donc voilà. Mais pas de gros regrets. Est-ce que la conscience, ça arrive avec les difficultés traversées? Je pense, et je pense quand on a le temps de se poser pour justement analyser ces difficultés ou ce qui a pu se passer. Ce qui m'a beaucoup aidé, moi, dans mon parcours et dans ma vie en général, c'est à un moment donné arriver à switcher son regard aussi sur les choses. Mais c'est aussi ça qu'on voit en promotion de la santé, ces processus d'empowerment, comment à un moment donné on améliore les aptitudes individuelles pour aussi avoir des collectifs qui arrivent à porter des projets, à changer leur environnement. Donc j'ai oublié ta question initiale, comme d'hab, mais qu'est-ce qu'on disait? Je sais plus pourquoi j'ai digressé là-dessus. Je demandais si la conscience arrivait avec les difficultés traversées. Au final, oui. Je pense que oui, mais quand on a le temps et l'espace pour traiter l'information, pour pour pas rester le nez dans le guidon en fait en permanence. Donc la conscience, elle vient en fait dès qu'il se passe un événement dans votre vie, il y a
tellement de façons de les vivre en réalité. Un même événement, c'est pour ça que je disais aussi, je fais pas de généralité, parce que je sais très bien que ce que j'ai vécu, quelqu'un aurait pu vivre la même chose que moi et il aurait entendu, retenu, compris, vu des choses complètement différentes en fait. Donc je trouve que d'arriver à créer de l'espace entre les événements qui nous arrivent, notre façon d'y réagir, petit à petit, ce processus est beaucoup plus facile à faire. Donc les réponses et les réactions adaptées, elles sont aussi beaucoup plus simples. Donc quelles que soient les réactions, les événements, que ce soit des difficultés ou des épreuves, je pense qu'il y a matière à comprendre et à évoluer, à grandir tout le temps. J'aurais encore, 3 questions. Est-ce que ça te semblerait juste de te dire que la médecine t'a fait du mal et en même temps t'a fait énormément de bien? Exactement, ouais. Et c'est là aussi où ça plaide pour sortir de la dualité en disant ça c'est bien, ça c'est mal. Bah ça peut être les deux en fait. C'est je veux pas prêcher le en même temps, hein. mais oui en fait. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup de choses en fait. Ça dépend des moments de votre vie, ça dépend de tout un tas de choses, mais c'est sûr que en tant que patiente, la médecine m'a fait du bien parce que elle m'a guéri d'un lymphome, elle m'a guéri d'une dépression et de tout un tas d'autres petits bobos, et qu'elle a aussi pris soin de mes proches puisqu'ils vont bien aujourd'hui. Donc merci la médecine et merci tous les praticiens et tous les médecins. Elle m'a fait du mal aussi parce que je pense que malheureusement elle a peut-être des fois pas conscience de ce qui est important et de ce sur quoi il faut faire gaffe. Donc elle a créé d'autres problèmes et d'autres difficultés, et sans doute que la dépression elle y a joué en bonne partie, elle l'a un peu constitué aussi. Et puis en tant que soignante aussi, elle m'a abîmée, mais en même temps elle m'a permis de me transcender sur d'autres choses. Donc je pense que la médecine, elle est à l'image de beaucoup de choses dans notre société. Et puis aussi elle est à l'image des inégalités en fait globalement. C'est que comme je le disais, hein, une même chose peut faire du bien à un endroit et puis peut creuser d'autres inégalités ou d'autres difficultés. C'est donc mais je suis d'accord avec cette formule. Ouais. Alors, je me doute de la réponse, mais est-ce qu'aujourd'hui tu es un médecin heureux? Oui. Ouais, alors j'ai un peu les chocottes, j'avoue, parce que là, au Québec, en fait, je fais un stage d'évaluation de 3 mois parce que c'est le parcours un peu obligatoire pour avoir le droit d'exercer en tant que médecin français, donc non québécois. Donc j'ai un peu les pétoches de me confronter à encore à une évaluation, sachant que la santé publique c'est super vaste et que on connaît tous ces syndromes de l'imposteur à certains moments de notre carrière. Donc on se dit oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je fous là? Ils vont se rendre compte que je suis archi nulle, que je sais rien faire. Donc j'ai les pétoches, mais globalement je suis un médecin heureux parce que j'adore ce que je fais. Et que même en santé publique, là où au final j'adorais le relationnel, j'adorais le rapport à l'autre, la prise en charge globale, je l'ai retrouvé en santé publique. Mais plus que ça, je pense que plus que jamais, je suis une personne et je suis une femme heureuse en fait. Donc et l'un alimente l'autre. C'est génial. Et la dernière question du podcast, quelle est ta tenue de travail? Actuellement, c'est hyper confort parce que je suis en télétravail à 100% du fait de la pandémie et des mesures sanitaires. Donc c'est pantalon, tout ce qu'il y a de plus basique avec un pull, un plaid sur moi parce qu'au Québec il fait froid en ce moment et que mon petit chaton aime bien aussi se mettre sur mes genoux. Donc c'est assez sympa d'avoir des petites visioconférences dans ce cadre et dans cette tenue. Mais après, c'est vrai qu'en santé publique, il n'y a pas une seule tenue et une blouse. Et dans mes autres boulots, j'étais habillée différemment. Mais là, ma tenue de travail, c'est ma tenue du quotidien. Super. Je te remercie, Laetitia, d'avoir raconté ton histoire jusqu'ici. Et j'espère que tu auras l'occasion un jour de nous raconter ton aventure québécoise.
Avec grand plaisir et puis merci à toi Anne-Lise parce que si pour moi c'était une forme de sortie de zone de confort, de parler de choses aussi intimes, je pense que c'est intéressant pour cheminer. Puis je me dis qu'à l'époque, où j'ai rencontré des difficultés, j'aurais adoré, entendre ça, tomber sur ce type de podcast. Donc, merci infiniment à toi et puis, très bonne continuation et au plaisir de se reparler. Merci. L'épisode est maintenant terminé et j'espère qu'il vous a plu et inspiré. Je vous invite à me rejoindre sur le compte Instagram de la consulte @podcastlaconsulte ou sur le compte Twitter @podlaconsulte. J'attends avec impatience vos retours sur l'épisode que vous venez d'écouter et j'attends également avec impatience vos propositions d'invités ou vos témoignages de médecins. Pour soutenir le podcast, je vous serai très reconnaissante d'en parler autour de vous et de mettre une note 5 étoiles avec un commentaire sur vos applis de podcast. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici et à bientôt.